Je pense que Bon, alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc, on va faire un petit laboratoire de démonstration. Vous allez peut-être trouver encore qu'on va retaper sur les clous d'espace local, espace global, parce que ce sont des clous importants à bien comprendre. On va également commencer à travailler sur la construction d'objets dont la hiérarchie est plus complexe et ça va justement nous permettre de bien illustrer les dilemmes d'espace. Également, bon, on va travailler toujours sur l'utilisation de scripts, tout d'abord. Alors aujourd'hui, on fait encore, dans la première partie du cours, une utilisation de script avec des paramétrisations. Cette fois-ci, on va aller dans des paramétrisations un peu plus complexes qu'on va essayer d'expliquer. Et finalement, ben, si le temps le permet, ben, on va continuer le laboratoire également pour aller éventuellement commencer à faire nos propres scripts, à commencer à travailler sur les événements. À ce moment-là, ça va retomber sur les épaules de mon ami Kyle à ce moment-là. Bon, alors, je vais tout d'abord vous commencer par une démonstration du produit final que l'on souhaite obtenir. Alors, je vais partager mon écran. Ça devrait être fait. Vous devriez voir actuellement, donc, une fenêtre Unity et je vais démarrer l'exécution de ce qu'on veut faire finalement aujourd'hui. Alors, bon. Alors, je démarre ça donc en mode maximisé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, vous allez trouver qu'on est toujours dans les mêmes thèmes, Kyle et moi. Eh bien, ici, ce qu'on a, c'est un canon. Ah, voilà. Un canon qui, cette fois-ci, peut se déplacer sur deux axes, en tout cas, pivoter le tir et, bang, on est capable de tirer de temps en temps un obus. Bon. Si on maintient notre bouton de tir appuyé, on voit qu'il y a un tir qui se passe de façon régulière également. Puis, bon, on est capable de tirer dans toutes les directions. OK. Ça, c'est ce qu'on veut obtenir à la toute fin. On remarquera qu'on a, bon, un sol, un plancher, si on peut s'exprimer ainsi, et que notre canon se compose de 3 parties visibles, une plateforme, un affût qui est une sphère et le tube du canon qui est un cylindre. Bon, il y a aussi une partie invisible, c'est la bouche du canon qui finalement nous sert à déterminer le point de sortie des projectiles, qui est évidemment situé à l'extrémité de notre cylindre. Bon, alors là maintenant, je vais passer en mode non maximisé. On va le voir tranquillement. C'est pour encore illustrer la différence entre l'espace local et l'espace global. Alors, cette fois-ci, si j'exécute de façon à pouvoir accéder au transform des objets, on voit qu'ici, j'ai mon canon qui est sélectionné. Donc, le canon en lui-même, je le fais pivoter. OK. Je le fais pivoter, puis on voit la rotation sur l'axe des Y qui est modifiée. Si je déplace mon canon, on peut voir que la position dans le transform du canon change. Bon. Maintenant, si au contraire, je vais, au lieu du canon, sélectionner par exemple la plateforme ou l'affût, on va prendre l'affût, on voit que la position qui est ici n'est pas soudainement changée. Pire que ça, même si je déplace mon canon ou si je fais pivoter mon canon, mon affût ne change pas de position. Pourquoi? Parce que comme Kyle l'a illustré tout à l'heure, la position qui est là de l'objet affût qui fait partie du canon, eh bien, c'est la position, la rotation et le scaling de l'objet par rapport
à l'objet principal. Mais si je change le scaling de mon canon, par exemple, hein, qu'est-ce qui va se passer? Mettons que je fais ça, 2, 2 et 2. On voit que toutes les parties de mon canon ont été modifiées. L'échelle de toutes les parties du canon a été modifiée. Même si je retourne à l'affût, c'est toujours le scaling initial qu'il y avait là. Si je vais voir la plateforme, ça n'aura pas changé non plus. Et si je remets mon scaling à 1, bon, hop, voilà, je reviens à mes dimensions initiales sans que le scaling de la plateforme ait changé, sans que le scaling de l'affût ou encore, j'aurais pu regarder le tube, ait changé. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Kyle, je vais te laisser gérer la liste des participants. Oui. Mais est-ce que tu vois des questions là-dessus? Non, j'ai rien vu. Jusqu'au début, la qualité de la vidéo ou de la diffusion n'était pas très élevée, mais ça s'est amélioré avec le temps. Maintenant, nous pouvons lire le texte au moins. Ben, OK. moi, j'ai une question. Oui. Tu sais, dans le fond, tous les enfants du canon, quand on monte le scale du canon, grossissent, si on peut dire. Mais pourquoi la plateforme, elle ne grossit pas proportionnellement? Alors, elle grossit. Elle grossit également. D'ailleurs, regarde là. On regarde l'effet que ça fait. Et La maintenant, plateforme, c'est pas le sol en passant. C'est pas. c'est pas le sol. La plateforme, OK, excuse-moi. La plateforme, c'est le petit rond en dessous de la sphère. Ah, OK, OK, OK. Là, ici, c'est le sol. Ah, OK, OK, je comprends. Là, lui, je peux le faire grandir effectivement, par exemple, là, mais il est à part du canon. Ce que j'appelle la plateforme, c'est vraiment là, le petit. En fait, c'est un cylindre plat qui est sous le canon, sous la sphère. Alors, c'est vraiment ça. Ce que je Aussi, peux faire, Vincent, c'est que non seulement tout ce que je viens de dire sur le scaling, sur la mise à l'échelle, c'est valide également pour la position, c'est valide également pour la rotation. Alors, si par exemple, je décide qu'il y a une rotation sur l'axe des Y de mon canon, hein, si j'induis, bon, ça va être de 180. Bon, on voit que mon canon s'est entièrement déplacé. Pourtant, le tube est toujours à 0 de rotation sur l'axe des Y, du moins. Bon. Vincent, ça me fait Oui. penser intéressant ici. Ton canon, tu pourrais-tu le remettre un peu plus gros, comme à 2,22 de scale? Et Certainement. après ça, tirer un projectile et voir qu'est-ce qui arrive au projectile. Ah, bonne question. Oups, attends une minute. Là, j'ai fait quoi? Hop, on l'a éliminé sur Z. C'est très le fun. OK, on va le remettre à... Bon, on voit ce qui arrive si on veut du 2D, là. C'est ça qu'il faut faire. Alors donc, je vais tirer un projectile. Le projectile n'a pas grossi, lui. Pourquoi? Parce que sans doute... Ah, je le sais pourquoi. Il n'est pas relié au transform. Juste pour le fun, je vais juste aller modifier un petit détail dans le script et ça devrait changer les choses. Ça ne sera pas long, là. Mm-hmm. On va regarder. Je vais aller dans mon script. Et au moment de l'instanciation de l'objet, je vais lui dire d'utiliser le transform du parent pour sa création. Alors là, bon, on va sauvegarder ça. Boum. Et maintenant, je vais fermer et je vais recharger. Alors, bon, ça marche encore. Oui, là, c'est maintenant, je suis dans le transform du parent, je peux le voir. Et si je fais je pense que je vais avoir un impact maintenant si je fais le tir. Il me semble que oui. Oui, absolument.
Nous pouvons le voir dans les hiérarchies, chaque fois que tu crées des projectiles qui sont sous la catégorie du canon, au même niveau que l'affût, la plateforme, etc. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu tires et tu fais tourner le canon, ben, on a un film de John Woo ici. Là. Là, on voit que c'est moins réaliste comme tir d'obus. Hein? On s'entend que normalement, les obus ne sont pas supposés tourner en même temps que le canon. À moins que le canon il tourne vraiment vite. Vraiment vite. Vraiment vite, mais je pense pas que c'est le cas ici. Non, non, non. Alors donc, je vais juste enlever ça. Voilà. Excusez-moi, moi j'aurais une question. Oui. Ben, si on voulait rattacher la balle avec le transform justement du canon pour avoir la même grandeur, mais sans la suivre, mettons, sur le X par rapport, est-ce qu'on est capable de seulement l'associer à une des trois, En fait, je sais pas comment le dire là? on est capable certainement d'effectivement de modifier le transform du projectile, mais sans Sans le lien. l'attacher au transform du canon. Si tu veux, j'irai voir par programmation le transform du canon et j'irai par exemple chercher le scaling pour modifier le transform de l'objet que je vais instancier. Tu es d'accord avec ça, Kyle? Absolument. Ça serait une ligne de code. Après avoir instancié la projectile, tout ce qu'il faut faire, c'est changer le scale de la projectile. En fait, projectile, c'est une projectile ou un projectile? Un projectile. C'est un projectile, merci. Comme j'ai dit au début de la session, français, c'est pas mon point fort. OK, fait que le projectile, oui, nous pouvons changer sa transformation, mais sans avoir une transformation qui est par rapport au canon. Justement, on ne veut pas que ça suive les mêmes rotations que le canon. Donc, on peut juste prendre les valeurs X, Y, Z du scale du canon et on les applique ou on les set au X, Y, Z du scale des projectiles créés. C'est en une ligne de code. Effectivement, et c'est quelque chose qui se ferait vraiment ici. À part que, bon, il faudrait que on modifie un peu de code, qu'on aille aller, au lieu d'avoir ici de créer un projectile bête et de le laisser partir, il faudrait le mettre dans une variable, modifier l'état de la variable, etc. As-tu envie de le faire ici, Vincent? Hein? As-tu envie de le faire en 25 secondes ici? Ben, écoute, Juste pour le montrer, en fait, c'est quand même intéressant comme question. Projectile. Bon, après ça, bon, mon projectile en lui-même, il a un transform. Oui, n'oublie pas, tous les game objects ont transform. Alors donc, toujours mon projectile. Point. On voit qu'on a notre transform qui est là. Ici, toi, tu le proposes d'y aller par quelle façon, Kyle? La méthode? C'est quoi la méthode? La méthode scale? Mais ça, c'est relatif. J'irais juste avec une valeur absolue pour la simplicité ici. Point local scale. Ouais. Égale un vecteur 3 qui est équivalent au local scale. Ouais. On va le faire comme ça, tout simplement. Est égal à 2 fois vecteur 3. Ben, je pense que les étudiants voulaient quelque chose qui s'adapte réellement à la taille du canon. Donc, si le canon était 333, ah ouais, OK. On va prendre... on va prendre... transform.localscale, dans le fond. Transform.localscale, simplement. Ouais. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je pense que ça va fonctionner, ça. Ça devrait fonctionner normalement. Bon, juste pour votre information, c'est quelque chose qui est utile. Quand ici, je fais appel à transform, c'est nécessairement le transform du GameObject auquel est rattaché le script. J'ai rattaché ce script-là directement au canon. Donc, en touchant le transform qui est là, c'est le transform du canon. Mais on aurait pu faire ici, là, j'étais parti pour faire une opération vectorielle là, pour doubler le transform, ce qui était finalement moins le fun. Alors, tandis qu'ici, il va vraiment s'adapter. Alors, donc, logiquement, on devrait avoir quelque chose d'assez propre. Ici, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Alors, on le démarre.
Alors, normalement, bon, tout continue à fonctionner correctement. Mais là, ici, je vais changer mon canon et dire que c'est 3, soyons impressionnants. Voilà, un bon gros canon, là, grosse Bertha. Et bang, on voit que le projectile est nettement plus gros. Mais pourquoi maintenant les projectiles ne tournent plus quand vous tournez le canon? Parce qu'ils ne sont pas, comment dire, tout à l'heure, j'avais associé directement le transform de mon projectile devenait une référence sur le transform de mon canon quasiment. Alors donc, tu pouvais directement, toutes les valeurs de rotation étaient déjà imbriquées et venaient du canon. Ouais. Donc, tandis que là, tout ce que j'ai fait, c'est de dire, je ne prends pas le transform au complet, je vais simplement chercher le scaling, la mise à l'échelle. Alors donc, il ne se préoccupe plus des aspects rotation et translation du canon. Oh. Si tu tiens enfoncer la touche pour tirer des projectiles, juste encore montrer dans la hiérarchie que les nouvelles projectiles ne sont plus dans le canon. C'est plus les enfants du canon. Regardez à gauche. Vous voyez, les projectiles sont au même niveau que le canon. Maintenant, je vais aller donc ici, là, les projectiles, on va dire une chose, ils ne sont plus les enfants du canon. Ils sont au même niveau hiérarchique. Maintenant, je vais aller modifier, refaire la modification qu'on avait tout à l'heure et associer le transform de mon canon ici à mon projectile. Quand je fais ça, quand j'ajoute le transform d'un GameObject existant à l'instanciation, à ce moment-là, je dis le GameObject qui va être instancié sera un enfant du GameObject qui possède ce transform-là. Oh. Alors, regardons maintenant l'impact, toujours à gauche, lorsqu'on va... voilà. Alors, regardons ce qui se passe vraiment dans la hiérarchie, là. Je démarre. Et là, regardez où sont les projectiles. Les projectiles sont des enfants du canon. Vous les voyez? Ils ne sont plus au niveau principal. Ils sont dans la hiérarchie du canon, au même niveau que la plateforme ou l'affût. Est-ce que ça répond mieux à la question? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas dans le chat pour l'instant. Moi j'ai une question. Vas-y. Dans le fond, ce que ça voudrait dire, c'est que pour être l'enfant d'un autre objet, il faut que tu hérites de son transform au complet. C'est ça? On pourrait dire ça. En fait, c'est exactement ça. Le lien parent-enfant n'est qu'un lien mathématique de transformation. Ouais. Dans Unity, si un GameObject est enfant, ça veut nécessairement dire, et mathématiquement dire, que tu appliques la même transformation sur l'enfant que tu appliques sur le parent. Vous allez, encore une fois, peut-être voir ça avec Jean-François en algèbre binaire, mais c'est aussi simple que de multiplier ces deux transformations-là ensemble. Et il y a une chose qu'il faut toujours retenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule constante dans tous les GameObjects sur Unity, c'est qu'un GameObject possède un transform. Mm-hmm. Il y a une petite exception dans les contrôles de UI 2D, mais là, ça ne devient plus un transform, c'est un rect transform, mais c'est pas mal la même chose. OK? C'est vraiment quelque chose, c'est juste une vision particulière du transform. Donc, c'est le seul composant, finalement,
de notre Game Object sur lequel on peut se baser. Alors, le transform est vraiment important, même quand vous ne manipulez pas la position, la rotation ou le scaling. Vous pourrez toujours vous référer à ça. À partir du transform, on est capable d'atteindre l'objet. Partez de ce principe-là. Bon, là, je vais le laisser dans mon code à moi comme ça, mais ici, on s'entend que dans le code que vous allez avoir dans l'exemple, ce n'est pas comme ça. Alors, bon. Moi, j'ai juste une question. Oui. J'aimerais ça savoir c'est quoi l'avantage ou le changement. Pourquoi qu'on ferait comme le canon serait enfant, pas le canon, le projectile serait enfant du canon. C'est quoi l'avantage de faire ça? OK. Ça aurait pu être joli à regarder. Alors, écoute, ça te tente, je vais juste faire une petite démo. Là, on pourrait dire, bon... En fait, tu peux peut-être juste ouvrir le Labo 1, Vincent, vu qu'on l'a utilisé. Ouais, on pourrait le faire, mais je veux juste le faire ici. J'ai juste à changer un petit détail, là. Ça ne sera pas long. Je vais aller dans mon projectile. Et dans mon projectile, je vais mettre une durée de vie de 10 secondes à la place. Bon. Alors, si je démarre ça, et là, j'ai mis ma rotation comme étant, mon transform comme étant parent du projectile. Alors là, bon, on peut voir que je vais avoir une gang de projectiles. Quelqu'un pourrait dire, mon Dieu, que c'est beau. Mais, objectivement, est-ce que ça a un intérêt? Je ne le pense pas. Dans ce cas-là, dans le cas qui est présent. Par contre, dans d'autres situations, imagine que ce n'est pas un canon que j'ai, mais c'est une voiture ou un autobus. Puis dans ma simulation, je fais monter quelqu'un dans l'autobus. J'ai intérêt à ce que la personne, entre guillemets, que je viens de faire monter dans l'autobus devienne un peu un enfant de l'autobus. Comme ça, il va se déplacer quand l'autobus va se déplacer. Tu vois? C'est bon, merci, parfait. Ça va vraiment dépendre de la situation. C'est juste qu'on a une possibilité de le faire. Ah oui, aussi un intérêt lorsqu'on instancie par rapport à un parent, c'est qu'à ce moment-là, même si mon parent pourrait être statique, imaginons qu'on ait un parent qui soit une table de billard. Là, je pourrais instancier mes balles comme étant des enfants de la table de billard. Là où ça serait intéressant, c'est que je n'aurais pas à me préoccuper de la position de la table de billard dans le monde parce que la position de la balle serait toujours une position relative à celle de son parent. Et ça, je vous dirais que c'est vraiment le fun. Parce qu'on déplace la table de billard dans notre scène et ça ne change rien au fonctionnement des billes de billard. Ça va? J'ai juste une petite question, moi. Oui. Dans le fond, quand vous avez augmenté les valeurs par rapport au canon, si vous voulez, genre, mettons, modifier la plateforme par rapport aux valeurs, vous aurez pris justement l'exemple que vous venez de donner, genre? Si j'avais voulu juste modifier la plateforme? Mettons le canon par rapport à la boussole, je veux dire, pas à la plateforme. OK. Parce que, mettons, si vous avez un canon 5 fois plus gros que la plateforme, que le sol, c'est sûr que la balle ne va pas rouler, le canon ne va pas rouler loin. C'est ça. Et voilà. Alors, c'est sûr que est-ce que j'aurais pu faire un scaling? En sorte, ouais. Mettons x4 fois la valeur du canon. Ben, je vais te montrer ça. Moi, oui, je suis capable. Create Game Object, je vais l'appeler. Je ne vais même pas l'appeler. Tiens. Je vais juste dire, ben, lui, il va là-dedans, puis le canon va là-dedans. OK? OK. Alors là, maintenant, je prends ce Game Object-là
Puis je le dis, ben tiens, on va tout grossir. Je pense pas que le canon est dans le GameObject. Ah, j'ai manqué mon coup. OK. Non. Hey, canon. Voilà. Là, il y est. Bon. Alors là, regardons. Là, je fais un scaling. Tu vois? Tout. Ben là, c'est pas beau ce que je viens de faire, là, mais bon, mettons que 4 et 4. Voilà. Tout a grossi. Pas juste le canon, le sol aussi. Alors OK. là, à ce moment-là, si j'avance, bon, ben, je suis capable de tirer, puis j'ai des projectiles qui vont également suivre. Bon, là, évidemment, mon code commence à avoir plus d'allure. Alors, je vais enlever ça. Et voilà. Ça va être mieux comme ça. Alors donc, ici, ça ne sera pas comme ça dans votre lab naturellement, mais vous voyez, on a tout mis dans un GameObject. Alors, mettons que je l'aurais appelé, qu'importe, un nom, je l'aurais appelé... C'est comme un nouveau monde, dans le fond. Hein. On a un monde dans un monde, puis le nouveau monde, celui GameObject, s'il se fait transformer, comme notre planète. Hein. Si notre planète tourne, on tourne tout avec. Donc, je l'appelle monde, là, justement. Merci, Kyle, d'avoir résolu mes problèmes de créativité. Alors donc, si on modifie le monde, bien, tout se modifie. Et si je le ramène à 1, bon, ben écoute, on est comme on était au départ. Et voilà. Le cours de physique 3, c'est à quelle session, Vincent? Le cours de physique 3 est à la 3e session. OK, en ce moment. Okay. C'est le cours vous allez voir la relativité. qui est en dernière position actuellement. Okay. OK. Je pensais que c'était peut-être électricité et magnétisme qui était maintenant en 3e session. Mais non, on l'avait interchangé. Toi, dans ton temps, c'était le même. Puis souvent, il était considéré comme plus tough. Ouais, quand même. Je peux comprendre. En tout cas, il est moins moderne d'un point de vue comme intérêt public. Mais de toute façon, bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, y a-tu quelque chose? T'en vois pas? Moi, j'en vois pas. Je vois juste des précisions à propos de Physique 3, alors merci. Sinon, tu peux peut-être commencer le pas à pas avec eux autres? Ben, c'est exactement ce qu'on va aller faire, mon cher. Right. OK. Voilà. Bon. Je vais juste fermer ça. Bon, OK. Alors ça, c'était ma version à moi. On va maintenant passer à ce que vous avez. Tout le monde a... Bon, vous avez peut-être reçu, soit ça, c'est disponible sur la page Moodle, ma page Moodle. Tous les étudiants ont accès à ma page Moodle. Et évidemment, je pense que tous les étudiants ont accès au site de Kyle également. Alors, dans les deux cas, vous allez trouver le Labo 2, la version étudiante, destinée aux étudiants. Je vais copier-coller le lien ici dans le chat également. Ah, le lien sur le site ne fonctionne pas. Justement, en le collant, je viens de voir que c'est un lien complètement par rapport. Juste 2 secondes. De mon côté, qu'est-ce qu'on a? Si je peux avoir... Bon. Bon, un instant. OK, je vois. Sur le site Moodle, si vous allez sur Moodle, vous avez tous accès à mon site qui est le développement de programmes en environnement graphique 420-203 et c'est dans semaine 1 et 2, c'est le laboratoire 2, ça devrait fonctionner. Bon, alors donc ça, que ce soit par le site de Kyle ou le mien, vous avez accès, finalement, c'est un fichier d'archives, vous décompressez. Là-dedans, vous allez trouver 2 choses, un projet et un PDF qui donne l'énoncé du laboratoire. Ça, c'est ce que je vais suivre de mon côté.
cet énoncé-là, mais on va le faire ensemble pour que je puisse vous montrer différentes petites choses en passant. Enfin, Kyle et moi, on va vous en parler. Là. Kyle va intervenir. Tu ne te gênes pas, Kyle, hein, évidemment. Évidemment. Bon. Là, c'est juste que, comme Audrey a indiqué, le lien sur mon site ne fonctionne pas. Donc, commencez avec la version sur Moodle. Pendant ce temps, je vais essayer de corriger le lien sur notre Colnet. Bon. OK. Alors, je vais maintenant ouvrir. Bon, moi, c'est si une fois que vous avez ouvert, vous allez obtenir ceci pour l'instant, c'est-à-dire à la base, le système a rien ou à peu près. Il y a une scène qui est créée, mais là, j'hésite à savoir si tout le monde est prêt. S'il y en a qui ne sont pas prêts, qu'ils le fassent savoir. Moi, je ne suis pas encore prêt, juste une minute. Pas de Moi, je suis pas problème. prêt. Voilà, Sur pendant mon 20 Moodle, j'ai minutes. pas. Sur mon Moodle, j'ai pas accès au cours de programmation. Quel est ton nom? William Martin. William Martin. On va aller voir ça. Parce que hier, je m'étais assuré que tout le monde était là. Alors, c'est là que je vais voir. William. William Martin, tu as accès à travers ton courriel willhp@icloud.com. Ah, OK. C'est ce que je peux voir. C'est le courriel que tu as donné au collège pour Moodle. Sans le savoir. S'il y en a qui n'ont pas accès à Moodle, qu'ils me le fassent savoir bientôt. Un lien dans le chat aussi. Un lien. Moi, juste sur le savoir, à ce moment qu'on a décompressé le Labo 2, on fait comment pour le mettre dans nos affaires? Avant, répète ça, s'il te plaît. Ben, on a décompressé le Labo 2 étudiant. Oui. Puis après, on fait quoi? On glisse, mettons, dans notre Unity? Ou... Tu peux l'ouvrir avec. Moi, si j'étais toi, j'ouvrirais à travers Unity Hub. J'ouvrirais Unity Hub et avec Unity Hub, je dirais Add. Et là, j'irai chercher le dossier que tu viens de décompresser. Ok, parfait. C'est quel dossier qu'il faut aller chercher? Parce que dans la Labo 2 étudiant, j'ai Asset ou Project Setting. Il faut que tu ailles chercher au-dessus le nom du dossier directement. Le dossier qui contient Asset et Project Setting. OK. OK, c'est bon. Pour moi, Unity mentionne qu'il y a un layout de la fenêtre qui ne veut pas compiler. Fait que je peux pas ouvrir le projet. Vincent. Bon. Oh non! J'ai déjà vu ça. C'est-tu... Tu viens de dire ça, là? Ouais, moi aussi, ça me fait la même affaire. Qui est Ouais, sur moi le aussi. Revert to Factory Setting ou quelque chose comme ça? Ben, c'est écrit ça, puis ça change rien. Mais votre Labo 1 a fonctionné pourtant? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème de fenêtre? Ouais, mais on dirait qu'il manque des fichiers. Ouais, moi, ça me dit qu'il manque le comportement canon délai de recharge, mais c'est tout. OK, ça, c'est un autre problème que celui du layout, la disposition des fenêtres. Attendez une minute. Je vais Normalement, il aller manque voir peut-être des si c'est fichiers. la bonne version que... Ça me dit qu'il manque Editor Version, genre. Moi, je sais que quand je l'ai add, ça disait que c'était un 2020.1.5. Moi, j'ai 2020.1.4, c'est peut-être ça qui ne fonctionne pas non plus. Ouais, moi aussi, c'est ça mon problème. Ouais, moi, je suis en train de downloader .1.5, c'est ce qu'ils m'ont offert comme solution. Bon,
Si ça indique le fait que c'est pas la même version, tant que c'est 2020, ça va être correct. Il y a des nouvelles versions à chaque semaine, donc nous ne sommes pas pour télécharger une nouvelle version aussi fréquemment. Ça serait juste ça devrait vous offrir de upgrader lorsque vous avez un paquet fait avec une version antérieure. Mais tant que c'est 2020, ça devrait être correct. Donc, cliquez sur Upgrade ou Upgrade Now, je ne me souviens plus du message, du dialogue. Mais ça devrait être correct. Ça, c'est un problème. Donc, on va énumérer les problèmes. Premièrement, le problème de version Unity. Je me répète, tant que c'est 2020, vous devriez être correct. Juste dire Upgrade. Deuxième problème, ce serait qu'il vous manque des composantes. Bon, souvent, c'est juste un issue qui vient de l'ouverture du projet. Je vous conseille de juste retélécharger le projet, décompresser à nouveau, puis ajouter dans Unity Hub à nouveau le projet. Ça devrait régler le problème. Habituellement, c'est juste ça. Puis le troisième problème, c'était quoi? C'était la disposition des fenêtres, quelque chose par rapport au layout. Ce problème-là au layout, écrivez dans le chat qui a ce problème-là. Okay. 3 personnes pour le layout. 5 personnes. Vincent, Audrey, Christopher, Philippe, Derek, Ludovic, Mathieu. Moi, je l'avais, oui, Mathieu. Ouais. Je ne peux pas imaginer que toutes ces personnes-là n'ont pas fait le labo 1. Donc. Mais je tiens à préciser pour le labo 1, en ce moment, je viens juste de l'ouvrir, puis le labo 1, ça fonctionne tout très bien. Ouais, moi aussi, moi j'ai fait le labo. Ouais, moi, pour le labo 1, ça l'ouvrait. OK. Ouais, je viens d'essayer d'ouvrir le labo 2 avec une version 2019, puis ça marchait, mais avec 2020, ça marchait pas. Donc, c'est ça, ça marchait avec 2019. Pour tout le monde que ça ne marche pas, OK, et vous n'avez pas 2019 comme solution, premièrement, je ne sais même pas comment c'est possible que 2019 fonctionne, mais on va éviter de se poser des questions philosophiques là-dessus. OK, pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Essayez la première solution de supprimer ce projet-là, de le retirer de votre liste de projets dans Unity Hub, télécharger à nouveau le projet et réimporter-le. Puis on va voir si ça fonctionne. Moi, ça marche, là. J'ai rien fait, mais ça marche. Toi, ça marche. C'est ça. Le projet en tant que tel ne peut pas être la seule source de problème ici. Sur 2020, puis j'ai fait le dernier update qu'ils m'ont donné. Pour le problème de layout, moi, ça me dit de downloader une version de 2019. Excuse. Moi, ça m'a dit de downloader 2020. Baptême. On n'a jamais eu des problèmes comme ça avec Unity dans le passé. Même pas proche. On a eu moins de problèmes avec des versions bêta. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que les problèmes de layout, ce que j'avais trouvé, c'est que c'est relié aux versions alpha. Et les versions alpha, moi, je fuis ça comme la peste. Dans le mode de l'enseignement, c'est pas génial parce que ça plante tout le temps. Mais là, c'est la version finale. Vérifiez toujours que vos versions, là, les versions du moteur de Unity, il y a toujours une lettre dans le numéro de version. Soit un A, soit un B, soit un F. Quand c'est un A, c'est une version alpha. Ça veut dire, alpha, ça veut dire en français, touchez pas à ça. Parce que vous risquez d'avoir des tonnes de problèmes. Bêta, ça veut dire vous êtes bien courageux si vous l'apprenez. Et F, ça devrait marcher. F pour fonctionne. F, oui. Eux, ils vont dire final, là, mais c'est vrai, fonctionne. C'est bon. Ben, moi, j'ai réussi à régler mon problème de layout en juste changeant de compte sur mon ordinateur, comme si, genre, j'ai 2 comptes sur mon ordinateur, mais ça marche pas, puis sur mon autre compte, ça marche. Je suis mis sur l'autre compte, puis maintenant, mon Unity marche, puis ça fait plus de layout. Fait que je sais pas si ça change. C'est ça, hein? Tu peux juste changer ton compte. Ouais. Mais les préférences, justement, Vincent, on avait vu, la disposition des fenêtres, c'est lié aux préférences qui sont peut-être liées justement à un fichier local dans le user, mais également peut-être dans les clés local user du registre. Fait que s'il change d'utilisateur, ça peut corriger ce problème-là. OK. Ludovic a retéléchargé. Je
je tiens pour acquis que tu parles du projet, puis c'est là que ça fonctionne. Oui, pareillement, c'est ça. Si tu enlèves le projet complètement à ton ordi et tu le télécharges sur Moodle, ça marche. Parfait, merci Vincent. Moi, ça me dit juste que le projet est nul. Je sais pas, c'est. Il n'est pas si nul que ça, mon projet. Ça me dit comme si j'avais pas tous les fichiers dans mon Labo 2. Je fais ça la même chose, je le désinstalle puis je le retélécharge. Ça me dit aussi la même affaire, mais j'ai téléchargé puis ça fait la même affaire. Là. Bon, Gabriel qui dit, moi, il me manque toujours 5 à 7. Ça, c'est pas pire, ça. Ça habituellement, c'est... Ah, attends un peu. Est-ce qu'il y avait des accents dans tes noms de composantes? Oui, attends une minute. Est-ce qu'il y a du monde qui sont sur Linux parmi vous? À part Kai? Ben moi, j'étais sur Mac, mais à chaque labo, ça faisait la même chose. Tous ces fichiers avec des accents, il y avait du trouble. Oui, Puis, même le switcher à Windows, de temps en temps, ça ne marchait pas plus. Puis... OK. Parce que, ouais. Mac n'a pas le même code ASCII que les Mais autres. même sur Windows, de temps en temps, ça ne fonctionnait pas. Oui, c'est vrai que des fois sur Windows. Parce que c'est pas nécessairement un système d'exploitation, c'est l'encodage utilisé pour créer le point zip, également pour décompresser le point zip. Nous, on utilise un par défaut, mais des fois, il y en a qui sont un petit peu plus ésotériques. Bon, tout le monde, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'accent dans mes noms de fichiers parce que justement, je m'étais dit, il y a du monde qui vont être peut-être avec un code différent. Il y a des noms, il y a des accents dans mon code. Ça se peut, mais pas dans mes noms de fichiers. Ça ne devrait pas être un problème justement dans les fichiers. C'est ça. Dans le code, c'était jamais un problème. Et là, il est quelle heure? 10h50. On a juste 2 périodes aujourd'hui. Il faudrait y aller. C'est vraiment pas ce que je veux dire pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à ouvrir le programme. Là. Mais il va falloir qu'on continue. On continue maintenant. De toute façon, là, je vais dire à ceux qui ne pourront pas le faire immédiatement, dans le labo, toutes les transformations que je vais faire sont clairement indiquées. Moi, je vais suivre ça à la lettre. C'est simplement qu'on va juste réviser l'impact des choses. OK? Écoutez bien quand même. Ouais. Bon. Puis la capsule est enregistrée, n'oubliez pas. Vous allez pouvoir corriger votre Unity. Vous pouvez le faire avec moi et Vincent. Au dernier cours, on a aidé plusieurs justement avec des problèmes semblables. On peut faire ça via Discord. Et puis, après ça, vous allez pouvoir faire le lab en suivant Vincent, mais l'enregistrement de Vincent. OK. Alors, je vais partager à nouveau l'écran. Donc, voilà. Alors, on est ici regardons la disposition. Pour l'instant, comme on ouvre à partir d'un projet qui a été, entre guillemets, nettoyé, c'est-à-dire que j'ai pris le projet Unity, puis j'ai détruit tous les gros fichiers que Unity ajoute dans le projet, mais qu'il est capable de recréer. Alors, normalement, dans un projet, entre guillemets, nettoyé, il devrait y avoir 2 répertoires. Un répertoire qui s'appelle Asset, qui est le plus important, qui contient donc tous les éléments du projet, et le répertoire Project Setting, qui contient plus de la config. Donc, c'est normal qu'on ait ces 2 fichiers-là, et quand Unity ouvre un projet comme ça, il va recréer les autres répertoires. Bon. Par contre, un des impacts, c'est que la scène normale n'existe plus. En fait, elle n'est plus activée. Alors là, vous allez dans le répertoire scène, d'en bas, dans le project, vous avez une série de répertoires. Alors, on a un répertoire scène et on fait simplement un double clic sur Sample Scene. À ce moment-là, on est revenu avec la scène de base. Bon, là maintenant, nous allons créer les différents objets.
Alors, je vous suggère donc de suivre directement le pas à pas de l'énoncé là-dessus. Donc, regardons la première chose, on va explorer différents objets prédéfinis. Donc, sont fréquemment utilisés pour monter une scène. On va commencer par s'ajouter un quad. Un quad, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment compliqué. C'est un objet qui se dit 3D, un quad. Mais en lui-même, bon, regardez la couleur du quad, c'est très pâle. Je vais tout de suite lui associer, on va le transformer pour le regarder. Bon, mon quad, je vais le renommer, je vais l'appeler, c'est le sol, tout simplement. Et dans ces paramètres, je vais modifier deux choses, le transform et également, je vais ajouter une couleur. Pour le transform, je vais modifier deux choses, la rotation et le scaling. Pour ce qui est de la rotation, un quad, c'est toujours vertical. Donc, je vais le coucher en le faisant pivoter sur l'axe des X de 90 degrés. Alors, une chose à retenir, quand on est dans Unity, on ne travaille pas dans le transform avec des radians. On travaille avec des degrés. Je vous dirais que Unity, là-dessus, se distingue de certains autres moteurs qui ont une approche plus géométrique traditionnelle en utilisant des radians. Nous, on utilise ici directement les degrés, c'est plus naturel. Ouais. On appelle ça des angles de l'air, plus précisément. Exactement. C'est les angles de l'air qu'on utilise. Lui, Unity, en arrière de tout ça, va travailler avec un objet beaucoup plus complexe qu'on appelle un quaternion. Ceux qui ont Jean-François en maths, Jean-François habituellement en parle un petit peu lorsqu'il parle des nombres complexes. Bon. Donc, je vais également changer le scaling et vous le présenter. Donc, ça va être un scaling de 20 en X et 20, bon, en Y, là, vous allez me dire 20 en Y. Le Y, c'est la verticale, mais on n'oublie pas, on a couché notre quad sur le côté. Parce que si je ne l'avais pas couché, si je le remettais à 0, mon quad serait toujours vertical. Donc, c'est le Y que j'ai augmenté, mais après ça, je couche mon quad. Bon, maintenant, je vais associer une couleur à ce terrain, un magnifique vert le plus flash que j'ai trouvé. Pour ça, regardez. Si vous regardez à droite, dans l'inspecteur, un quad se comporte de plusieurs choses. Un transform, c'est standard. Un mesh filter, qui est le quad, qui est le mesh et le maillage. On expliquera cette notion une autre fois. Et on a le mesh renderer, excusez la prononciation, qui nous permet finalement, c'est les paramètres d'affichage. Alors ici, on a dans les materials, ça c'est le material, c'est ce qui va donc nous permettre de générer entre autres la couleur. Bien, je vais prendre le vert, le green qui est dans Asset, dans les materials, et je vais simplement le faire glisser dans élément 0. Et là, j'ai maintenant un quad vert. Question. Oui. Est-ce que ça serait possible comme de reculer puis de voir un peu le carré sur le sol, la plateforme qu'on vient juste de faire? Parce qu'on dirait qu'on est comme trop zoomé. Voilà. Faudrait quitter Game. Tu vois, dans Scene, à ce moment-là, ça fait la même affaire. C'est que Game te présente la vision de la caméra, entre autres. Alors, des fois, c'est pratique parce que là, on va justement aller modifier la caméra. On va modifier sa position. Mais si on regarde, d'ailleurs, de toute façon, pendant qu'on est là dans Scene, on va regarder comment c'est construit un quad. Bon, si vous regardez en dessous du mot onglet Scene, c'est marqué Shade. Là, on va juste faire une chose, on va aller dans la petite flèche et on va choisir Shade Wireframe. Bon, Shade Wireframe, ce que ça nous montre, en gros, ça nous montre également la composition de notre quad. En fait, si on regarde bien, un quad, ça se compose de deux triangles. C'est un concept qu'on va explorer plus tard, mais ça nous montre qu'un objet
en 3D, ça se compose de triangles, tout simplement. Bon, je retourne. C'était où Shade Wireframe? Tu vois l'onglet Scene dans. Tu sais, il y a Scene et Game. En dessous de Scene, c'est marqué Shade. Là, il y a une petite flèche qui te donne d'autres modes, comme Wireframe et Shade Wireframe. Merci beaucoup. De rien. Bon, je vais retourner dans la game parce que là, je vais maintenant aller modifier ma caméra. Alors, je sélectionne Main Camera et ici, je vais changer sa position et sa rotation pour mieux apprécier ma scène. Alors, par défaut, la position d'une caméra, c'est en 0 en X, 1 en Y, moins 10 en Z. Donc, on recule par rapport à la scène. Là, ici, je vais simplement dire, je vais la monter un petit peu à 3 et je vais la reculer à 15. Maintenant, je vais la pencher légèrement. Je vais modifier son angle. Je vais dire, on va donner un petit angle de 5 degrés juste pour faire planer un petit peu ma caméra vers le bas. Bon. Alors ici, ça devrait me permettre de voir bien la scène sans trop apporter de transformation, d'effet d'optique de transformation. Bon. Maintenant que la caméra est changée, je vais ajouter, je retourne dans ma hiérarchie et avec le bouton de droite, j'utilise Create Empty. Ça va me créer un Game Object vide. En fait, pas vraiment vide parce qu'il possède un Transform. Mais c'est la seule chose qu'on va conserver pour ça. Bon, des fois, ce n'est pas arrivé actuellement à ce moment-ci, mais il arrive que lorsqu'on crée un Game Object, il y ait de la cochonnerie dans le Transform. Par exemple, qu'il soit mal positionné. À ce moment-là, un petit truc, dans les 3 petits points à droite dans l'inspecteur à côté du Transform, si vous cliquez là-dessus, vous allez, il n'est pas apparu au bon endroit, vous avez un sous-menu et là, il y a le premier item, c'est Reset. Alors, imaginons que, je ne sais pas, j'avais changé quelque chose là-dedans, là, et que je vais sur Reset, il remet tout à 0. Il remet tout aux valeurs de base, c'est-à-dire position 0, 0, 0, rotation 0, 0, 0 et scaling 1, 1, 1. Bon, là, je vais juste changer à part ça le nom de mon Game Object. Je vais le rename et ça va être Canon. Maintenant, dans mon canon, alors je dois ajouter, alors je clique bouton de droite sur mon canon et là, j'ajoute d'abord ma plateforme, ça va être un cylindre. Bon, mon cylindre, je le renomme tout de suite plateforme. Et je vais aller modifier son transform. Il y a en fait, ce que je vais changer, c'est son scaling. Le scaling que je vais mettre, c'est que je vais mettre 2 en X, 0,25 en Y et 2 en Z. Bon. Les puristes diront que ce n'est pas une véritable homothétie que je viens de faire là, que c'est plus une déformation parce que la modification d'échelle n'a pas été égale sur tous les axes. Et les puristes ont raison. Alors donc, c'est plus une déformation qu'une homothétie, mais c'est dans la même famille finalement. Alors là, on se ramasse donc avec quelque chose de plat. Et je vais lui donner une couleur. Je vais aller chercher mon noir, black, et je le mets également au même endroit dans les materials du Mesh Renderer. Kai, ça devrait être toi qui prononce ça. Je vais le dire pour toi la prochaine fois. Vas-y, répète-le parce qu'ils n'ont pas compris. The Mesh Renderer. C'est terrible à prononcer. Bon, OK. Alors, maintenant qu'on a mis notre plateforme, au même niveau hiérarchique que la plateforme, je vais ajouter une sphère, toujours dans les 3D Objects.
Alors, la sphère en elle-même, ça va être, on va la renommer, c'est l'affût du canon. Et mon affût, je vais modifier peu de choses. Alors là, je change de page. Je vais modifier la position. Alors, parce que je vais remonter la sphère. Pour l'instant, le centre est à la position 0. Je le remonte à 0,75. Je vais modifier son scaling à 1,5. Voilà. J'ai mon affût et maintenant, je vais le mettre, j'ai dit en rouge. Je ne suis pas sûr que c'était en rouge que je voulais mettre ça, mais non, je pense que je l'avais mis. Ah, excusez-moi, j'ai dit rouge, mais c'est pas grave. Je l'avais mis Blue Steel. Tiens, il faudra que je vous envoie ça. C'est pas bien grave. Enfin, c'est le projectile qui est rouge, finalement. Erreur de ma part. Bon, alors Blue Steel. Et c'est pas mal tout. Maintenant, on va ajouter un cylindre dans la hiérarchie de l'affût. Alors là, je clique sur l'affût, bouton de droite, j'ajoute un 3D Object et c'est un cylinder, un cylindre, et je vais le modifier. Lui, il y a pas mal de modifications à faire. Je le renomme, c'est le tube du canon. Et ce tube, je vais changer sa position. Je vais changer son Z à 0,7. Je vais changer sa rotation. Je vais la mettre à 90. Et je vais changer le scaling je vais faire une déformation 0,25 en X. 0,5 en Y et 0,25 en Z. Bon. Là, si je vais dans la scène, je suis capable de mieux voir mon canon, effectivement. On voit que ça commence à ressembler à un canon. Bon. Alors, je suis capable de m'approcher tranquillement. Dans le fond, Vincent, oui. Juste, ça fait une couple de fois que je le vois, puis je trouve que ce serait intéressant de montrer ça maintenant. J'ai ignoré de le faire dans la capsule et plus tôt, mais si tu cliques comme sur le canon. Oui. Sur le tube? Ou peut-être sur le cylindre, je ne me souviens plus sur quel objet. Le tube, peut-être, oui? Oui. Juste sélectionne le tube. OK. Juste montrer que nous pouvons voir, lorsque le Move Tool est sélectionné, les 3 axes de l'espace local d'un GameObject. En ce moment, vous voyez que le Z, habituellement, ça serait où le vert est. Donc, comparé en haut à droite, vous avez l'orientation du monde. Donc, Vincent a juste montré comme le gizmo en haut à droite. Oui, ici, là. Oui, celui-là, exactement. Ça, c'est l'orientation du monde. Et là, on peut comparer l'orientation locale du tube. Et nous voyons que le Z du monde n'est pas pantoute le Z local. L'espace de coordonnées a été transformé pour le tube, ce qui nous donne des axes transformés aussi. Si nous étions pour transformer le tube, en appliquant une translation sur Z, on va le voir descendre. Donc, ce serait comme si il changeait sur Y absolu, malgré qu'on change le Z local. Juste garder ça en tête, c'est important à travers la session, mais également même pendant ce pas à pas. Bon. Alors, maintenant qu'on a modifié ça, le tube, j'ai pas mal tout modifié ce que je voulais faire. La seule chose que je vais changer, excusez-moi, j'ai dit que je mettais du Blue Steel, mais en fait, si vous voulez être comparable à la démo que vous avez vue, c'est Stainless Steel pour le tube. Bon, le dernier élément qu'on va rajouter, c'est un élément totalement invisible. C'est que j'ai besoin de créer au bout du cylindre, de simuler la bouche du canon, donc un point de sortie pour le projectile. Alors, là encore, je clique sur le tube et je vais
dire Create Empty. Donc, je crée un GameObject qui est simplement un transform. Bon, moi, je vais le renommer bouche. C'est la bouche du canon ici. Et je vais positionner cette bouche du canon tout au bout du cylindre. Normalement, c'est à 1, tout simplement. Voilà. Bon. Juste comme Kyle l'a montré, vous avez bien vu que pour déplacer ma bouche de canon latéralement, je modifie le Y, alors que l'axe des Y est normalement un axe vertical. Alors là, je vais vous demander, comment ça se fait que c'est l'axe des Y que je modifie en ce moment? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Parce qu'on a fait une rotation il n'y a pas longtemps en fonction du cylindre. Sur le tube, effectivement. Comme on a modifié le tube, on l'a fait pivoter de 90 degrés sur l'axe des X. Le Y, qui était vertical, se ramasse tout d'un coup à l'horizontale. Alors, évidemment, ça a un impact parce que la bouche du canon, sa rotation, étant donné que la bouche du canon est un enfant du tube, sa rotation qui est indiquée est une rotation relative. Lui, il subit déjà, cet objet-là, la rotation du tube. Donc, on va garder ça à 1, tout simplement, et ça va être parfait. Oups, c'est beau. Tout est fait de ce côté-là. Alors donc, on a modifié correctement tout ce qui est transformation. Maintenant, on va ajouter des comportements à notre canon. Je resélectionne le canon et là, je vais lui ajouter 2 scripts. Le script comportement canon et puis le script comportement de canon. On va commencer par ça. J'ai des paramètres qui sont apparus. Le paramètre qui est quel est le projectile que je veux tirer, quelle est la touche pour tirer, quelle est la bouche du canon finalement, c'est le transform de mon GameObject qui m'intéresse ici, qui est de où les projectiles vont partir, et j'ai le délai de recharge. OK? Alors donc, si j'ai le délai de recharge, c'est le temps qui va séparer 2 tirs, parce que si je mets 0, je vais pas être capable de distinguer mes projectiles quand ils vont sortir. Ça va être en continu. Bon, alors, pour ce qui est du projectile, ce n'est pas très compliqué. On s'en va dans la partie Project, en bas à gauche. Dans les ressources, on a un répertoire Prefab. Je clique sur projectile et je le drag dans la zone projectile. Ça va leur dire, c'est ça que je veux tirer. J'aurais pu aussi vouloir tirer n'importe quel autre projectile. Bon, mais j'aurais pu avoir un modèle de, je ne sais pas moi, de vache quelque part, puis tirer des vaches. Bon, ça aurait fonctionné aussi bien. C'est juste que j'aurais eu, bon, l'association. J'aurais eu d'autres canons. Oui, c'est ça. On peut tirer n'importe quoi. Ouais. En passant, tout le monde, ça, l'affaire prefab, c'est de comme enregistrer un objet sous forme de fichier ou l'enregistrer sous forme de ressources pour notre jeu. C'est un sujet que nous allons voir plus tard. Ouais. Il y a plusieurs choses qu'on vous montre aujourd'hui qui sont d'un niveau comme technique. Par exemple, c'est quoi les prefab? Comment ces comportements canon fonctionnent réellement sous le capot avec le code. On ignore ça pour l'instant. On se concentre vraiment juste sur développer une application en tenant pour acquis plusieurs choses. Mais on va démystifier ces choses-là à travers la session. De toute façon, nos scripts, vous êtes sans doute aperçus, vous les avez en clair. C'est-à-dire, vous êtes capable de les lire, vous êtes capable d'aller vous interroger dessus, nous poser des questions. Et c'est évident qu'il y a des choses qui vont être plus claires un peu plus tard dans la session là-dedans. Comment on fait et des fois, quelle technique de codification on utilise. Bon.
Alors donc, j'ai changé le projectile. La touche de tir. Bon, la touche de tir, si je clique là-dessus, il me présente la liste des touches possibles. Bon, alors là, moi, je veux l'espace, c'est Space. Alors, je tape sur S et là, il se déplace gentiment jusqu'à ce qu'il trouve un S qui m'intéresse. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, c'est bizarre. Voilà, mon space est là, c'est fait. Pour la bouche du canon, bien, regardez, je vais dans ma scène et je clique sur l'objet bouche et je vais le draguer là, tout simplement. Pour le délai de recharge, bien, imaginons que je veux faire un tir à chaque demi-seconde. Alors, simplement dire 0,5. Qu'est-ce que vous avez fait pour la bouche du canon? Ouais, OK. La bouche du canon, tiens, je vais le refaire. Je clique sur la bouche dans la scène. OK. Et je fais juste la draguer, la tirer en gardant le bouton de ma souris enfoncé. Et je relâche. Simplement. OK. J'ai une question. Oui. Tout en bas de mon laboratoire, ça dit que dans le script comportement canon, il y a une section comportement canon, point bouche du canon qui n'est pas assignée. Est-ce que c'est normal et qui a valeur nulle? Bien là, en ce moment, ça devrait changer tranquillement. Là, parce que là, tu viens de donner. Là, je ne sais pas si toi, tu es déjà en exécution. Est-ce que. Non, tu n'es pas en exécution. Hein, ce n'est pas en vert ici. Mais normalement, c'est tout simplement que ton script est analysé en temps réel et que le paramètre n'était pas encore inscrit. Ouais. Maintenant, il va devoir devoir changer. Ça va être corrigé. Exactement. OK. Merci. Là, le prochain, il me reste un script, c'est déplacement canon. Alors, déplacement canon, ben là, j'ai besoin de savoir c'est quoi la vitesse linéaire, la vitesse angulaire. Dans mon code, je me suis arrangé pour qu'il y ait des valeurs par défaut qui sont 10 et 180. Vous pouvez les laisser telles quelles. Il n'y a pas de problème. Les touches de déplacement, c'est plus complexe. Là, ici, c'est un paramètre que j'ai mis qui est de type tableau. Alors, parce que je prévois un certain nombre de touches de déplacement. Ici, je dis, ben, je vais en créer 4, mettons. Alors, les 4 touches que j'ai besoin, alors je tape 4, Enter, et là, il me crée 4 éléments. Et là, je veux aller mettre les fameuses touches classiques W, A, S, D dans cet ordre. Alors, W, A, Vous savez que Vincent, c'est un vrai gamer parce qu'il a dit WASD et pas d'utiliser les flèches. Les flèches, ça ne sert pas à ça. Non, non. WASD. Bon, mon S. J'ai été un peu vite. Voilà, mon S et mon D. Là, je suis d'accord avec vous. Si vous me dites que ce n'est pas génial toujours le changement de lettre, vous avez bien raison. Ouais. C'est peut-être à cause de Zoom. Voilà. J'aime bien mettre tous les problèmes sur la faute de Zoom, évidemment, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est peut-être ça, parce que je pense que la capture de touches et d'événements. Oui. Mais ça, là, de toute façon, j'ai réussi, c'est bien correct. Vous devriez réussir, vous autres aussi. Bon, là, normalement, ben écoutez, j'ai fini. Et J'avais pas les 4 touches en dessous de 16. J'ai juste 16. Attends une minute. C'est normal. Ton 16, je reprends. Tu ne seras pas là. Je reprends mon canon. Regarde, je ne le ferai pas, mais c'est sûr que si 16 est à 0, il ne peut pas te mettre 4 ici. Il ne peut pas t'en mettre 4 parce que tu dois d'abord lui donner. Dès que tu as rentré ton chiffre, Enter, il va te donner les 4 espaces. Ouais. Dites-vous que vous créez un tableau, le classique tableau, vous savez, avec les crochets. Ici, Vincent écrit 4.
cette valeur va être utilisée pour instancier un tableau de taille 4 et après ça, on va mettre les valeurs WASD dans ce tableau-là. C'est comme la programmation, mais visuelle. Vous pouvez voir ça comme ça. Au lieu d'écrire le code qui fait exactement l'algorithme que je viens de présenter, Vincent l'a fait pour que ça soit, disons, programmé de manière visuelle via l'inspecteur. J'ai On va fait le play, faire, ça. puis mes projectiles, ils tirent par en bas. C'est normal. C'est normal. C'est ça. C'est parce que j'ai justement, si vous regardez, exécution du programme, hein, si on regarde le texte du lab, c'est marqué « Exécuter le projet dans l'éditeur Unity et expliquer le comportement du projectile ». Alors, comment ça se fait que... On n'a pas rotaté la bouche. Fait qu'il est relativement vers le bas, son X. Et voilà. Attendez, là, je vais juste démarrer. Voilà, bon. Alors, si je tire, bang, je tire vers le bas. On peut voir les projectiles passent à travers le plancher, d'ailleurs, sans aucune difficulté. Bon. Alors, c'est qui a parlé, là, premièrement? C'est moi. Moi, j'ai pas... Samuel. OK. Parce que je ne vous vois pas. Moi, je suis en mode projection. Alors, bon, Samuel, tu as raison. C'est qu'on n'oublie pas que notre bouche est orientée toute croche à cause qu'elle dépend de l'orientation du tube. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger ça? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Faut aller dans la rotation de la bouche, puis mettre moins 90 en X. Et voilà. On vient compenser la rotation du tube. Et là, à ce moment-là, si je redémarre l'exécution, je ne devrais plus avoir aucun problème à tirer droit. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Là, c'est fait. Je pensais que c'était mon ordinateur qui avait bugué. Je pensais que tout avait fonctionné d'arrêter, mais c'est juste mon ordinateur. OK, d'accord. Ouais, moi, mon problème Unity s'est arrangé. Bon. Là, on va essayer de trouver, de vous aider à solutionner les problèmes, ceux qui en ont encore. Mathieu avait des problèmes graves, puis il a juste changé en changeant son nom d'utilisateur. C'est bien ça, Mathieu? En gros, j'ai juste changé le compte que j'utilisais sur mon ordinateur. Parce que sur un de mes ordinateurs, ça a marché. Je n'ai pas testé sur mon ordinateur que ça buguait, mais ça faisait le même problème sur mon autre ordinateur puis ça ne marchait pas. Fait que je me disais que c'est la même chose. Absolument. C'est totalement bizarre. Bon. Mais il doit y avoir une cochonnerie quelque part qui s'est installée. Parce que toi, tu avais installé une version alpha à un moment donné, je pense. Ouais, c'est ça. Mais sur l'autre ordi, je n'avais pas installé la version alpha, puis j'ai comme changé d'utilisateur, puis ça marchait. Ouais, c'est ça. C'est pas lié à l'alpha, ce problème particulier-là. C'est vraiment. Je sais pas. Peut-être à cause qu'il y avait un compte administrateur ou quelque chose de même. Ah, mais j'ai mis les deux comptes administrateurs, puis ça ne change rien. Fait que je sais pas c'est quoi le fond. Là, c'est un mystère. On a passé pas mal de temps lundi à essayer de trouver une solution. Puis on a nettoyé l'ordinateur autant qu'on pouvait. Bon. OK. Alors, écoute, Kyle, je ne sais pas où tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste un peu de temps, pas des tonnes. Il nous reste à peu près entre 12 et 15 minutes. Ouais, c'est pas suffisamment de temps pour commencer à attaquer, créer nos propres scripts. C'est quand même considérable. Et puis, nous n'avons pas donné de pause aujourd'hui. Fait que je pense que ce serait agréable de les laisser partir. Et pendant ce temps, nous pourrons aider ceux et celles qui ont encore des problèmes. C'est une excellente idée, Kyle. J'arrête le sharing. Voilà. Bon. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez, si vous avez des questions, on est tout à fait disponible. S'il y a des problèmes à régler, également. Ouais. Moi, il me reste encore 10 minutes avec vous autres. J'espère que ça va être suffisant pour aider tout le monde. Sinon, Vincent, est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps? Si jamais il faut, je vais te forcer, là.
Ouais, oui, il n'y a pas de problème. J'ai une réunion à 13 heures, là. OK, Mais, ouais, c'est ça. J'ai plusieurs réunions avec des étudiants de projet, justement. Donc, OK, c'est vrai, c'est ta réunion de projet, toi, là. Bon. ouais. J'en ai 5 là en projet. Là. Sinon, moi, j'ai pas un problème très urgent. Ce serait juste de le faire tirer droit. Je suis pas capable. OK. Va dans ta bouche de canon. Sélectionne-la. Attends une minute, je vais refaire le sharing de mon écran. Voilà. Alors, tu vas dans ta bouche de canon. Toi, actuellement, c'est écrit ça. Quand tu cliques sur la bouche, tu vas dans le transform, c'est écrit ça, normalement. 1, 0, 1, 0 dans la position, 0, 0, 0 dans la rotation, 1, 1, 1 dans le scaling. C'est bien ça? Laisse-moi juste le reset parce que j'avais essayé de jouer avec. OK. Alors, la valeur de base, c'est ça. C'est ce qu'on vous avait donné. Ouais. Là, il faut penser que ta bouche de ton canon, le transform qui est là, il est relatif au transform du tube. On va aller voir le transform du tube. Le transform du tube, j'ai fait une rotation dessus de 90 degrés. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une transformation de 90 degrés sur la bouche du canon qui est relative. Alors, ce qu'on va faire, on va juste compenser cette rotation de 90 degrés en tapant dans la bouche du canon, dans la rotation sur l'axe des X, le même endroit où on a mis une rotation sur le tube, je tape moins 90. Enter. Et là, reteste à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Pas long. Ça tire droit? Ok, il tire par en arrière, mais oui, au moins il tire pas par en bas. Il tire par en arrière? Ouais. Il doit y avoir autre chose quelque part. Il doit y avoir une mauvaise valeur sur un des... tu revérifieras les transforms du tube et de l'affût. OK, ça va aller, je vais être capable de jouer avec ça. Merci. Ça marche. Est-ce que c'est normal que le canon ne tire pas en avançant? Le canon ne tire pas en avançant? Non, si j'avance, puis j'appuie pour tirer, il ne tire pas, il tire juste quand il s'arrête, quand il est arrêté. Je pense qu'il avance à la même vitesse. Pas qu'il délite les canons, Ouais, le projectile au moment. Ouais. Essaye de tirer en reculant. Ça devrait marcher. Ouais, en tournant. Ouais, mais pas en avant, pas vers l'avant. C'est parce que il faudrait que tu allonges la durée de vie de ton projectile. C'est que ton projectile, quand tu tires, le temps de le dépasser, il est mort. Il meurt à l'intérieur du canon. Tu comprends? Il ne va pas assez vite. Il faudrait augmenter sa vitesse, par exemple. OK, la vitesse du projectile. Ouais. Mais là, ou réduire celle du canon. Tiens. Oh, ça, c'est plus facile. Alors, regarde, je vais le faire, je vais partager mon écran, puis on va le faire. Alors, je prends mon comportement de canon dans mon canon et je vais simplement changer la vitesse linéaire. Au lieu de la mettre à 10, on va la mettre à, mettons, à 1. C'est pas une vitesse folle, mettons, là. Mais là, à ce moment-là, le projectile, lui, il va être beaucoup plus rapide que le canon. Alors, si on regarde, je fais pivoter mon canon et là, j'avance en tirant. Ah, OK. C'est qu'avant, mon canon allait tellement vite qu'il englobait le projectile et le projectile mourait à l'intérieur. Ouais. Si je ne me trompe pas, habituellement en 203, nous faisons un exercice semblable à ça, mais un peu plus raffiné dans la mesure qu'on va ajouter la vitesse du canon à la vitesse du projectile pour avoir un comportement réaliste, un comportement physique. Donc, voilà. Pas pour rentrer dans un cours de physique, mais vous savez,
la fameuse question de si je lance une balle au repos, moi qui étais au repos, ou si je lance une balle pendant que je suis sur un train parce que je suis genre en train de filmer un film d'action. Ben, c'est quoi la vitesse de la balle? C'est juste une question de relativité. Si je suis sur le train qui bouge et je lance la balle va avoir la vitesse du train plus la vitesse auquel je la lance d'un point de vue d'un observateur externe. C'est ça, on n'a qu'à penser dans un monde où il n'y a pas de friction, par exemple. Imaginons-nous sur la Station spatiale internationale qui est finalement où il n'y a pas d'atmosphère. Elle va à des vitesses, elle va extrêmement rapidement, hein, je crois que c'est des milliers de kilomètres/heure. Et évidemment, si je lâche une balle à ce moment-là, elle va déjà aller à des milliers de kilomètres/heure. C'est la logique. Mais ici, mon comportement est très, très, très simple. Je n'ai pas modifié la vitesse de ma balle en fonction de la vitesse du canon. OK. J'ai fait, mais ça me permettait d'écrire ça en une ligne, simplement. Il y a des choses. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une manière de linker Visual Studio à Unity? Oui, absolument. Normalement, il devrait être linké tout seul. Alors, on va regarder deux affaires. La première, c'est que tu vas dans le menu Edit de ton Unity. Tu vas tout en bas dans le menu Préférences. Ça, c'est valide pour tout le monde. Écoutez bien parce que ça, c'est un problème qui arrive régulièrement lorsqu'on change notre Visual Studio ou qu'on change l'éditeur de Unity. Alors, dans Préférences, tu as, là, je vais le présenter à l'écran, on a différents items et le plus important pour nous, c'est External Tools. Là, ici, tu vas dans External Script Editor et tu choisis, ben moi, j'ai mis Visual Studio Community 2019 et tu prends celui qui est là. Peut-être que j'aurais pu prendre, par exemple, Visual Studio Code. À ce moment-là, au lieu de m'ouvrir Community, quand je voulais éditer un script, il m'aurait utilisé Visual Studio Code.